Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la première étape de Paris-Nice. Ça a été animé autour des Mureaux dans le 78 dans les Yvelines pour cette première journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser? Juste après l'arrivée, vous avez les shorts, vous avez également TikTok. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis vous avez également la possibilité de voir les différentes playlists, notamment la playlist Paris-Nice avec tous les débriefs d'étapes. Et puis il y a une playlist avec toutes les vidéos sauf les shorts sur ce Paris-Nice 2024. Course bien animée dans la dernière heure de course. C'est vrai que déjà on a roulé quand même plutôt un bon tempo aujourd'hui. La dernière heure de course, on a senti assez vite que l'échappée avec notamment Burgodo, il y avait Jonas Kor et il y avait Bissegger, ça irait peut-être pas au bout. Hein, cette affaire-là, bon, on n'y croyait pas des masses. Et puis derrière, on savait que le final allait être très technique. Je pense que tout le monde avait bien repéré le final de cette étape. Et on a tenté, et on pourra dire merci aux différents leaders, que ce soit Bernard Evenepoel, Roglic, même Jorgensen, du côté de la Visma Leasebike, qui ont tenté aujourd'hui des choses, qui se sont mis d'énormes menaces, et ce qui fait qu'on a perdu des sprinters. Je pense à Deli, je pense à Arnaud Démare, je pense à Runo Wegen, qui n'ont pas tenu la cadence dans ces différentes montées, Démare étant celui qui a lâché, je crois, le dernier, une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Il y avait également Arvin de Klein qui a été lâché. Derrière, sprint, malgré l'attaque à 10 km de l'arrivée d'Anthony Turgis, qui a tenté un coup, peut-être pour répondre aussi aux attaques de Jean-René Bernaudot, parce qu'il n'y a pas que Patoche Lefebvre qui a décidé d'avoir des propos dans la presse maintenant sur ses coureurs. Alors là, il s'est concentré sur le sportif, il s'est pas concentré sur autre chose que le sportif, contrairement à Patoche, où il a dit bah ces mecs-là, ils auraient dû m'apporter beaucoup plus de points l'année dernière. Enfin, en même temps, il aurait peut-être pas fallu mettre autant de salaire à Peter Sagan ou à Niki Terpstra aussi. Du côté de Jean-René Bernaudot, c'est bien d'attaquer, mais c'est bien de. Dans son interview sur l'équipe, dans l'équipe, il a quand même une phrase incroyable, je trouve. C'est la pire phrase de l'histoire, mais vraiment dans les phrases qu'il fallait absolument pas sortir. Alaphilippe peut être notre nouveau Peter Sagan. Cette phrase-là, elle fait partie des pépites de Jean-René Bernaudot. C'est exceptionnel. Cofidis a craqué en premier pour rouler derrière Turgis, et c'est ce qui leur a manqué à la fin, parce qu'on voit que c'est eux qui ont roulé en premier avec AG2R. Les deux sprinters qui avaient le moins de main-d'œuvre à la fin, c'était Coquard et c'était Bennett. Or, même si Bennett c'était déjà pas loin d'un miracle quand même qu'il soit encore là, je m'attendais pas à ce qu'il soit encore là, Sam Bennett, donc ça montre que la condition physique est là, mais il y a encore des ajustements à voir au niveau de l'équipe. Et du côté de Cofidis, où on a craqué en premier, on a craqué trop tôt je pense du côté de la Cofidis, parce que Turgis, bon, même si c'est un coureur talentueux, à 20 secondes ça aura quand même été compliqué, 20-25 secondes, ça aurait été compliqué dans les 600 derniers mètres, il serait certainement écrolé dans la dernière montée, donc je pense qu'on pouvait attendre un petit peu du côté de la Cofidis. Mais peut-être qu'ils ont eu peur, parce que c'est vrai que chez Lidl, il y avait peut-être plus grand monde aussi, et ils se sont dit, bon, bah, peut-être que ça va pas rouler pour Pedersen, peut-être qu'on va protéger Skelmose, donc ils étaient peut-être pas très convaincus par le rythme qu'allait faire la Lidl Trek. Ce qui fait que, comme Remco Evenepoel a quand même attaqué dans le final, Remco, il a quand même pris 6 secondes de bonif aujourd'hui, alors on va dire que c'est pas grand-chose pour le moment. Mais il faudra voir si Paris-Nice se joue à pas grand-chose. Peut-être que ces 6 secondes-là, elles peuvent compter. Imaginez Lennart van den Velt, par exemple, sur l'UAE Tour. C'est sur une étape de plat où il a pris des secondes de bonif qui lui ont permis de remporter la course face à Ben O'Connor. Et puis ensuite, sprint emmené par la Lidl et Pedersen, qui s'est fait contrer sur la ligne par Olaf Koy aujourd'hui. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou. Les coureurs au top aujourd'hui de cette première étape. Ça commence avec Olaf Koy. Ah ouais, le coureur de la Visma Leasebike, très bon aujourd'hui, tout simplement. Olaf Koy, il n'a pas fait d'erreur. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il n'a pas fait d'erreur. Il lance son sprint parfaitement. Et surtout, il est mieux entouré
que sur l'UAE Tour. Pourtant, sur l'UAE Tour, toute l'équipe était à son service, à Olaf Koy, mais son train était vraiment tout le temps débordé. Son train n'arrivait pas à remonter, on en avait parlé pas mal sur l'UAE Tour, et malgré sa victoire, la victoire en fait c'est le seul jour où il n'a pas utilisé son train. Donc ce qui montrait qu'il y avait un problème de ce côté-là, et je pense qu'il avait vraiment pas été aidé par son train par rapport à Tim Merlier. C'est quand même le seul aussi qui a battu Tim Merlier, jusqu'à maintenant Olaf Koy sur l'UAE Tour. Et là, il s'est servi en fait du travail de Matt Pedersen. L'équipier de Pedersen en fait s'est retrouvé à être à bloc trop tôt. Et donc, ce qui fait que Pedersen est obligé de lancer à ce moment-là. Parce que s'il lance pas à ce moment-là, il risque de se faire déborder par l'arrière. Donc, il est obligé de lancer à ce moment-là. Sauf que c'est 20 mètres trop tôt. Alors, même si on est Mats Pedersen et qui s'est pas écroulé, hein, Mats Pedersen, mais avec un coureur qui était derrière lui, le coureur derrière lui s'en est servi comme d'un poisson pilote. Et quand Olaf Koy lui a déclenché au bon moment, ça fait la petite différence. Alors, ça joue sur le lancer de vélo, parce que Pedersen, encore une fois, ne s'est pas écroulé. Mais voilà, ça n'a pas été évident pour Olaf Koy. Donc, face à un grand Pedersen, mais bon, Olaf Koy était plus fort, et puis c'est un type de finale qui lui convient bien à Olaf Koy. Je viens de cracher sur le bureau, hein, vous inquiétez pas. Mais Olaf Koy, c'est un coureur qui, je rappelle, passe bien les bosses. Au championnat du monde espoir en Australie, il est 3e. Derrière Fedorov, notamment. Donc et il avait 2 ans de moins, en plus. Donc c'est un coureur qui passe bien. Ces petites bosses un peu... j'ai envie de dire un peu à la Caleb Ewan, quand Caleb Ewan il a envie. Et donc c'est là où il a été très fort, Olaf Koy, aujourd'hui, parce qu'il fait le job parfaitement, au bon moment, malgré le fait qu'il avait moins de coureurs qui l'entouraient, parce que vous avez quand même des équipiers pour Jorgensen. Et il a quand même été mieux entouré que sur l'UAE Tour, et ça l'a énormément aidé dans le final aussi, il faut le rajouter, parce que s'il n'avait pas eu des équipiers aussi bons, il n'aurait pas pris la roue de Pedersen, d'autres l'auraient prise. Rens Pity, très bien du côté de la Groupama FDJ. C'est pas évident côté sprint du côté de la Groupama FDJ, parce qu'on misait énormément sur Penwet, et que Penwet il s'est blessé. Je sais pas quand il doit revenir, même Paul Penwet, parce que c'était, je crois, 3 mois, donc c'est en janvier, donc ça devrait être plutôt avril pour le sprinter français. Donc, ce qui fait que on est un peu en difficulté dans ce domaine-là. Alors, on a bien essayé avec Marc Sarro. Et puis, Pity, il est en forme. Il est en forme, on l'a vu sur les classiques belges. Il est à 2 doigts de tenir la roue de Van Aert. Ça joue un petit poil de cul, on va dire, face à Van Aert, notamment, qui en remet une pile au moment où Pity a peut-être un coup de moins bien. Mais ça montre que la forme est là. Bien aidé par Kevin Genietz aussi, qui a fait un bon job dans le final pour le replacer. Et puis après, il est dans les bonnes roues aussi, Laurens Pity. C'est-à-dire qu'une fois que Genietz a fait le travail, je crois qu'il s'écarte à au moins à 2,5 de l'arrivée, au moins à 2,5 km de bande de l'arrivée. Pity fait quand même bien le job seul. Il prend la bonne roue là encore. Bon voilà, le seul problème c'est que Koy était plus fort aujourd'hui. Mais c'est vraiment pas mal ce qu'a fait Laurens Pity. Donc très très bonne journée, très bon début de saison en fait pour le coureur néo-zélandais. Et c'est toute la difficulté chez Groupama aujourd'hui, c'est qu'ils ont un nombre de coureurs, Romain Grégoire, Pity, Penwet, Lenny Martinez qui se révèlent et qui vont vouloir des salaires plus importants. Et au bout d'un moment, Groupama FDJ, ils n'ont pas un budget limité non plus. Donc je suis pas sûr qu'ils vont réussir à garder tout le monde. Ça va être la grande question. Parce qu'on voit des rumeurs que Lenny Martinez irait chez Bahreïn. Moi je me méfie toujours des rumeurs du mois de mars. Parce que les rumeurs du mois de mars sont rarement la vérité du mois d'août. On en a eu des rumeurs comme ça au mois de mars qui au final n'étaient pas vraies. Donc j'attends de voir ce que ça donnera vraiment en août du côté de Martinez. Mais forcément, c'est pas évident pour Lenny Martinez et pour la Groupama, parce que la Groupama est dans une situation où il va falloir mettre plus de salaire pour ces coureurs-là, leur changer le statut aussi. Jusqu'à maintenant, c'était David Gaudu, le leader en montagne, puis avant Desmar sur les sprints. Bon, Desmar est parti, donc c'est plus facile pour Penwet, mais en montagne, il y a toujours Gaudu. Donc ça va pas être évident, si évident que ça. Est-ce que
on veut vraiment se séparer de Godu? Est-ce qu'on est sûr à 100% que Martinez, c'est pas juste la performance sur une année et puis ensuite les années d'après ça va un peu se planter? Parce qu'on a des coureurs comme ça qui ont fait une très grosse saison et puis après derrière ils n'ont pas réussi à enchaîner. Donc il faudra voir quels seront les choix du côté de la Groupama FDJ, quels seront les choix également de l'entourage de côté de Lenny Martinez, parce que ça peut avoir son importance. Et puis il y a peut-être d'autres équipes qui seront intéressées par Lenny Martinez. Il n'y a pas que Bahreïn aujourd'hui qui pourrait être intéressé par le petit grimpeur français. Je continue avec Egan Bernal. Ça fait du bien de voir Egan Bernal offensif, en forme. Bah là, il a tenté, il a été joueur, Bernal, dans le final. Voilà, il tente de placer une attaque. Bon, derrière, il se fait contrer par Remco et il a un peu du mal à suivre, mais c'est pas hyper inquiétant parce que pour moi, c'est pas le terrain le plus fort de Bernal. Voilà, c'est pas un puncher, Bernal. C'est un grimpeur. C'est un grimpeur qui est capable de changer de rythme, mais c'est un grimpeur. Pour moi, donc sur une montée comme ça de 500 mètres, 1 km, c'est trop court pour Bernal, pour qu'il ait la capacité de faire la différence. Donc voilà, pour moi, c'était un peu court pour Bernal, mais ça fait du bien de le revoir en condition, en forme, de voir que là, il est capable de mettre une minace. Il n'y a que au final Evenepoel et Coy, avec je crois McNulty aussi, qui l'ont un peu distancé. Ça fait du bien de voir qu'il a la capacité de changer de rythme de nouveau. On verra sur la fin de la semaine, mais c'est plutôt rassurant ce qu'il a fait aujourd'hui. Alors il ne faudra pas qu'il se plante demain. Il y aura aussi les étapes dans Assisteront notamment. Mais on verra sur ce Paris-Nice si, premièrement, il a les jambes et deuxièmement, s'il a retrouvé la confiance. C'est ça aussi, ça sera important, notamment les descentes dans l'arrière-pays niçois. C'est un bon signe si tu es en confiance sur ton vélo ou si tu n'es pas en confiance sur ton vélo. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Premier bonnet d'âne du jour, Cocard. Ouais, je pense qu'il y a eu une erreur stratégique de la part de la Cofidis. Ça c'est clair et net. Je pense que il y a un moment en fait ils se sont excités, ils ont vraiment craqué tout seuls quoi. Alors certes Turgis c'est un bon coureur mais encore une fois Turgis à 25 secondes à 2 km de l'arrivée, c'était quand même compliqué pour lui et ça aurait été compliqué pour Turgis de prendre 1 minute 30 d'avance en 10 bornes. Même s'il a du talent, il y a un moment il aurait vraiment fallu que ça s'arrête derrière pour prendre 1 minute 30 aussi facilement. Donc du côté de Cocard et de la Cofidis, on s'est mis à rouler très fort. Donc déjà, il a manqué de personnel autour de Brian Cocard. Ça, c'est clair et net. Brian Cocard, c'est quand même un sprinter qui ne sait pas faire seul. C'est-à-dire que l'année dernière, ce qui était la force de Brian Cocard pour moi, c'était Walscheid. C'est-à-dire que Walscheid arrivait à faire le ménage pour Brian Cocard. Il a pu Walscheid, qui est parti chez Jericho Alula, et je crois que ça manque quand même à Brian Cocard. Il lui manque pour le moment un poisson pilote où il a pleinement confiance en lui et surtout un poisson qui pilote qui est capable de le placer. Le vrai défaut pour moi de Cocard à certains moments, c'est que parfois il a du mal à se placer, à sentir où il faut être placé dans un sprint pour être performant. Là par exemple, au début du sprint, il est 8ème. 8ème, tu ne peux pas faire de miracle aujourd'hui en étant dans cette position-là. Donc il est beaucoup trop loin. Quand Pedersen, lui, est 2ème et Coy est 3ème. Donc, il y a 5 places d'écart, il ne peut pas les remonter, en sachant qu'en plus il est obligé de faire un énorme effort au kilomètre déjà pour se replacer. Je pense que cet effort-là au kilomètre, ça l'a tué. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est dommage pour Brian Cocard. Paris-Nice, ça lui a pas toujours réussi au niveau des sprints. Brian Cocard, on se souvient notamment de la journée où il avait perdu face à Chesbol il y a quelques années. Après il avait fait quand même des bons sprints face à Pedersen. Mais là, oui, c'était un peu compliqué pour Brian Cocard. Et puis je pense que le sprint n'était pas fou non plus, Brian Cocard. C'est-à-dire que quand il a mis en route, pour l'avoir regardé un petit peu, j'ai pas eu un grand sentiment de puissance avec Brian Cocard. Donc je pense qu'il y a eu pas mal de choses. Une erreur de timing au niveau de son équipe. Lui aussi a fait des erreurs, je pense, dans son placement. Et une erreur, 2 erreurs, 3 erreurs sur un effort aussi court. Avec un sprint, ça te met hors jeu pour la victoire aujourd'hui. C'est dommage parce que sur ce Paris-Nice, il y aura demain, si le vent laisse ses coureurs tranquilles. Ensuite, ça sera jeudi, vendredi,
Et jeudi, vendredi, il y aura peut-être des échappées aussi. Hein. Ça sera peut-être une lutte sprint échappée. Donc ça sera peut-être pas si facile que ça pour Brian Cocard pour aller chercher la victoire. On poursuit avec Arnaud Delis. C'est quel du Samin, je pense, pour Arnaud Delis. Parce que, bon, les boss, certes, ça a roulé fort. Mais regarde, il y a quand même Sam Bennett, par exemple. Sam Bennett, il est en bonne condition physique, mais il y a quand même Sam Bennett. Il y a Mads Mikkels, par exemple, qui est là aussi. Donc je pense qu'il y avait la possibilité de passer. Arnaud Delis. Bon. Il y a Caden Groves, par exemple, aussi, qui est là. Donc normalement, Delis, il est en capacité de jouer avec ces coureurs-là. Sauf que du côté d'Arnaud Delis, ça a été difficile, quoi. Aujourd'hui, il est lâché quand même assez vite. Il est lâché avant Arnaud Démarre. Il est lâché. C'est De Klein qui est lâché en premier, mais il est lâché quasiment au moment où il y a Renaud Vegan aussi. Et bon, il le disait en interview d'avant-course, je sais pas quelle est ma situation au niveau physique. Je sais pas quelles seront mes sensations, très clairement, du côté de la Lotto Destiny. Là, les sensations n'étaient pas bonnes pour Arnaud aujourd'hui. C'est dommage. C'est dommage parce que l'année dernière, t'es déjà passé un petit peu à côté sur cette épreuve, du souvenir que j'ai. Et puis c'est dommage parce que il n'y a que Van Moer et Bellens qui étaient dans le bon groupe. Pascal Encorn, par exemple, n'est pas passé. Mais l'année dernière, sur Paris-Nice, il avait été déjà en difficulté sur Paris-Nice. Voilà, son meilleur résultat, ça avait été 5e sur le premier jour de course à la Verrière. Fontainebleau, il avait fini 27e. C'était un sprint qui était très particulier, Fontainebleau. Et il n'avait pas réussi à être plus performant ensuite sur la fin de la semaine. Donc là, ça serait bien de réussir à faire un gros résultat pour Delis sur cette épreuve, grosse épreuve World Tour. Surtout, ça mettrait en confiance avant Milan-San Remo ou avant d'autres épreuves flandriennes. Mais là, ça a été trop juste aujourd'hui pour Arnaud. Voilà, il a un peu souffert dans le final, donc on verra ce que ça va donner demain sur une journée où il y aura, je crois, à peine 1000 mètres de dénivelé positif. Donc là, ça sera dans les cordes d'Arnaud Delis, mais ça sera aussi dans les cordes de Renaud Vegan. Il y aura aussi une grosse concurrence, et quand on voit ce qu'a fait Matthews aujourd'hui, avec Renaud Vegan pour l'aider, il faudra s'en méfier du coureur néerlandais. Pour finir, Lutsenko, déjà, chez Astana. Pas de bonne nouvelle aujourd'hui, le coureur d'Astana qui finit à 1,24. Il a perdu pas mal de temps quand même aujourd'hui, Lutsenko. Et pas bonne nouvelle non plus pour cette formation, c'est que Charming a fini à 2,25. En fait, il n'y a que Terrada qui peut vraiment jouer la gagne. En sachant qu'en plus, sur le chrono, eux, ils vont perdre beaucoup de temps. Parce que ils ont personne pour être très performants dans ce domaine-là. Donc ça veut dire que Lutsenko, déjà, il peut plus jouer potentiellement la gagne, puisqu'on peut résumer qu'il sera à au moins 2 minutes après le contre-la-montre. Terrada, ça peut être compliqué aussi pour lui, notamment sur le contre-la-montre, mais aussi c'est pas une assurance tout risque Terrada jusqu'à maintenant. Même si c'est un coureur qui progresse, donc c'est pas une bonne journée pour Astana. Bon, pour les points ici, j'en parle même pas parce que cette équipe là ne joue plus le World Tour fin 2025. Voilà, en 2026 ils seront en deuxième division. Astana, ça c'est quasiment pas loin d'être assuré, à part s'ils sortent une super grande dernière saison. Mais il y avait peut-être quelque chose à jouer du côté de Harold Terrada aujourd'hui, donc du côté de Lutsenko, il y avait peut-être quelque chose à jouer sur ce Paris-Nice, mais la forme n'est pas suffisante. Storer aussi, il a perdu du temps chez Tudor sur cette épreuve. On rappelle Tudor qui est invité. Mais eux, ils ont encore Yanis Voisard, le Suisse, qu'on avait vu très en forme sur les trophées à Palma de Majorque. Et puis Storer, lui, il a perdu 54 secondes. Donc il s'en sort une chouille mieux. On verra quand même demain et surtout sur le chrono, parce que eux aussi risquent de perdre du temps, je pense, Tudor, sur le chrono par équipe. Je termine avec Pierre Latour.
Moi, ça m'a fait marrer. J'ai lu une interview de Pierre Latour. Alors, j'ai lu deux trucs. Bon, déjà, ça me permet de reparler d'interview de Jean-René Bernaudot. Interview de Jean-René Bernaudot, où il a quand même dit aujourd'hui, si on n'est pas, si on n'a pas les invitations, c'est de la faute de Turgis et de Latour. Alors, foutre ça dans la gueule de Turgis, je trouve c'est pas très sympa parce que Turgis, il a quand même maintenu l'équipe pendant des années avec des résultats sur les classiques belges. Du côté de Pierre Latour, t'as pris quand même un coureur qui était en cruel manque de confiance. C'est-à-dire que si ton objectif était que Pierre Latour il marque 1500 points, 2000 points UCI par an, t'es culotté quand même. Donc c'est un peu la même technique que Patrick Lefebvre, c'est reprocher au coureur une erreur qu'on a faite. L'erreur de Jean-René Bernaudot, elle est simple, il a misé sur Sagan, ça n'a pas payé. Il a misé sur Latour pour un classement général sur un grand tour. Pour un coureur en reconstruction qui a un déficit en descente qui est terrible, un déficit technique sur le vélo, Latour, c'est pas qu'en descente, c'est compliqué. Là aujourd'hui il perd 3,31 Latour, c'est pas parce qu'il est en mauvaise condition physique, le parcours était très technique aujourd'hui. Et donc quand la route s'est resserrée, mal placée, et voilà, il pouvait pas jouer quelque chose aujourd'hui. Mais je suis quand même aussi surpris de l'interview de Pierre Latour qui dit « Je veux jouer le général de Paris-Nice ». Enfin, juste 5 minutes, rappelle-toi qui tu es, Pierre Latour. Déjà, si c'était une course avec que des montées sans descente, ça serait pas évident parce qu'il y a une belle adversité sur Paris-Nice. Mais en plus, Paris-Nice, c'est la course où il faut être le mieux techniquement. Et Remco Evenepoel l'a dit, je ne sais pas si je serai performant parce que c'est une course qui est difficile, Paris-Nice. Paris-Nice, il faut être à l'aise dans les bordures, c'est pas le cas de Pierre Latour. Il faut être à l'aise dans les descentes, c'est pas le cas de Pierre Latour parce qu'encore une fois, l'arrière-pays niçois. Faut être à l'aise sur un vélo quand tu fais Paris-Nice. Parce qu'on sait que maintenant on part des Yvelines et la première étape est souvent assez technique. T'es pas à l'aise sur un vélo. Donc ne dis pas en interview que tu joues le général. Tu ne peux pas jouer le général de cette épreuve. Et la seule épreuve où tu pouvais jouer le général en ce début de saison, c'était le Halou-Latour, où tu t'es planté sur le Halou-Latour. Il faut quand même le dire, que Pierre Latour s'est planté sur cette épreuve-là. Alors, je veux bien que d'un côté, Jean-René Bernaudot, pour moi, fait beaucoup d'erreurs en termes de communication et en termes de gestion d'équipe, et je pense qu'il les assume pas. Mais de l'autre côté, ne dis pas non plus que tu veux jouer le général. Il faut un moment, il faut être raisonnable par rapport à ses capacités. Et là, je crois que Pierre Latour, il a un peu fumé la moquette, quoi, pour le dire de manière marrante sur cette interview-là. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Présentation de l'étape de demain à 7h30. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire. Allez, ciao ciao!